toutes et à tous, je suis ici au CHU de Dijon avec Catherine Vautrin, la nouvelle ministre du Travail, des Solidarités et de la Santé. Je remercie à la fois toute l'équipe de l'hôpital qui est là, le maire de Dijon, François Rebsamen, les parlementaires, François Patriat, les députés, sénateurs et les élus locaux. C'était très important pour nous, avec la ministre, d'être présents sur le terrain aujourd'hui pour affirmer un message qui est clair. Parmi tous les problèmes que nous avons à résoudre dans le pays, toutes les difficultés, l'hôpital évidemment est en haut de la pile. Avec un engagement qui est très clair de notre part, qui est conforme à l'engagement du président de la République, nous allons continuer à investir massivement pour l'hôpital et plus largement pour notre système de santé. Dans les 5 ans qui viennent, c'est 32 milliards d'euros supplémentaires qui seront investis pour notre système de santé. Et sur l'hôpital, je vous le dis, le prochain budget que mon gouvernement aura à présenter sera un budget historique pour l'hôpital public. Donc poursuite de l'investissement pour l'hôpital. Et même si c'est du temps long, on commence à mesurer aussi les fruits d'une action qui, depuis 2017, a été renforcée en direction de l'hôpital. J'ai échangé avec des soignants, des personnels, évidemment qu'il y a encore beaucoup de difficultés, qu'il faut encore agir pour l'attractivité du métier. Et enfin, avec le Ségur de la santé, on a eu une revalorisation salariale historique. On a eu des investissements aussi sur la question des bâtiments et on a pu visiter une unité d'urgence pédiatrique qui est toute neuve, qui a quelques mois seulement, qui est magnifique. Et d'autres travaux sont prévus ici au CHU de Dijon dans les mois et les années qui viennent pour rénover les bâtiments, pour permettre d'accueillir au mieux les patients et permettre aux soignants et à l'ensemble des équipes de travailler dans les meilleures conditions possibles. Deuxième chose, c'est qu'on va continuer aussi à transformer le financement de notre hôpital, financer de manière plus intelligente. Le président de la République l'a dit, on sort progressivement du tout T2A. Je ne vais pas faire de la technique, mais l'objectif, on va porter avec la ministre, c'est de financer plus intelligemment l'hôpital. Et depuis le 1er janvier, là, on a une nouvelle étape qui s'est ouverte avec un financement plus diversifié qui tient compte des parcours et de la pluralité des situations à prendre en charge. Et puis enfin, c'est l'enjeu de la coordination. Coordination avec la ville, évidemment, pour réduire aussi la pression qui pèse sur l'hôpital. En 2020, on a lancé dans un certain nombre de territoires, de manière pilote, le SAS, une nouvelle organisation avec une vraie coordination médecine de ville et hôpital, pour être capable de mieux identifier les situations qui nécessitent une hospitalisation ou un accueil aux urgences, et puis celles qui peuvent être prises en charge en ville. Et on a pu mesurer en échangeant avec les équipes ici qui faisaient la régulation, à quel point ça améliore évidemment le travail de tout le monde et surtout l'accueil des Français qui ont besoin d'être soignés. Donc poursuite d'un investissement massif pour l'hôpital, je le dis, notre hôpital et nos soignants, c'est un trésor national. On a une chance inouïe en France d'avoir un système de santé solidaire, un hôpital public, des soignants qui se lèvent tous les matins avec cette vocation d'accueillir les Français, de les soigner et de servir leur pays. Et évidemment, notre engagement est absolu pour être à leur côté et se retrousser les manches pour les aider et les accompagner. Merci Monsieur le Premier ministre. C'est mon premier déplacement. Nous avons souhaité avec Monsieur le Premier ministre rendre hommage à celles et ceux qui sont mobilisés pour assurer cet accueil des urgences à tous les âges, les urgences pédiatriques que les urgences des adultes. Et je voudrais à mon tour souligner cette magnifique complémentarité entre la médecine de ville, les professionnels et surtout, et je le dis Monsieur le Directeur, l'organisation que vous avez mise en place qui garantit à nos concitoyens un temps de prise en charge. On le sait pour certaines pathologies, le temps de prise en charge, c'est le temps de vie, c'est quelque part l'espérance de vie qui est en jeu et c'est cela l'élément extrêmement important. Rendre hommage, rencontrer des personnes qui sont revenues alors qu'elles étaient en retraite et qui sont là, médecins ou infirmiers, personnel soignant, parce que à temps partiel, ils souhaitent encore s'engager et je tenais à leur rendre hommage et à les remercier. Ici, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que nous avons un accueil qui est pluridépartemental et plurirégional puisque nous rayonnons aussi bien majoritairement, bien sûr, sur Bourgogne-Franche-Comté, mais également nous allons jusqu'aux limites de Grand Est avec le département de la Haute-Marne. Donc vous le voyez, une capacité qui nous rapproche de ces notions de bassin de vie. Le bassin de vie, c'est la capacité pour chacun de nos concitoyens d'avoir une réponse qui soit une réponse la plus proche possible. Et ici, où nous sommes dans un département
rurales, nous avons un lien. L'hôpital à Dijon, et je salue son maire François Rebsamen, est un endroit qui rayonne sur toute la ruralité bourguignonne et franc-comtoise. Et je salue l'ensemble des élus, et notamment François Patriat qui est derrière moi. C'est important de mettre en avant ces éléments de complémentarité entre urbanité et ruralité. Enfin, un autre élément, c'est évidemment la capacité à apporter une réponse de santé à tous les âges de la vie. Vous savez combien le président de la République s'est engagé sur les 1000 premiers jours. Monsieur le Premier ministre vient de le dire. Nous réfléchissons, nous allons travailler sur l'enfance et notamment l'école, qui est un lieu où l'on voit les enfants tous les jours, donc un lieu de prévention particulièrement important. Et nous sommes dans une société qui a la chance de voir nos aînés aller de plus en plus loin dans leur parcours de vie. Aller de plus en plus loin dans son parcours de vie, ça veut dire être accompagné parce qu'il y a tout un tas de pathologies liées au grand âge. Et notamment, et c'est le sens de ce grand ministère avec les solidarités, je pense aux EHPAD et à l'accompagnement tout particulier que les soignants n'ont pas manqué de nous rappeler. Enfin, dernier point, de plus en plus, nous voyons dans notre société des pathologies qui sont des pathologies qu'on qualifie de psychiatriques. Soyons prudents parce que ça peut simplement être des gens qui décompensent mais qui ont besoin d'un accompagnement. Cet accompagnement peut être court, peut nécessiter plus de choses. Dans tous les cas, il a besoin d'être décelé. Et là aussi, ici à Dijon, il y a un travail qui est remarquable. Donc vous le voyez, mon engagement est extrêmement simple, au service de tous les patients, de la naissance jusqu'à la fin de vie. C'est cela ce que nous allons faire et c'était le sens de cette visite avec un hommage tout particulier pour l'ensemble de mes équipes, monsieur le directeur, qu'elles soient soignantes, paramédicales ou bien évidemment également toutes celles et ceux qui à vos côtés font fonctionner l'hôpital. Monsieur le Premier ministre, vous vous trouvez à côté de votre nouvelle ministre de la Santé dont la nomination fait beaucoup polémique. Quel message vous envoyez à ceux qui estiment qu'en défilant chaque samedi dans la manif pour tous contre l'ouverture du mariage à tous les couples, elle a alimenté l'homophobie, à moins que vous estimiez que les manifs pour tous n'ont pas nourri l'homophobie? Catherine Vautrin est membre d'un gouvernement dont je suis à la tête. Chacun me connaît, chacun sait quelle est ma vie. Et donc je le dis de manière très claire, Catherine Vautrin fait partie d'un gouvernement, appartient à une majorité résolument engagée contre les discriminations. Une majorité qui a permis l'ouverture de la PMA aux couples de femmes. Parfois j'entends certains politiques qui émettent des critiques, qui donnent des leçons, alors que même quand ils étaient aux responsabilités, qu'ils ont eu l'opportunité de le faire, de donner ce droit nouveau à des femmes qui vivent ensemble, de pouvoir accéder à la PMA, ne l'ont pas fait. Et nous sommes un gouvernement qui va continuer à agir contre les discriminations, contre l'homophobie et en faveur des droits de tous. Et si j'ai proposé au président de la République la nomination de Catherine Vautrin, c'est parce que je sais qu'elle partage cet objectif, qu'elle partage ses combats. C'est une femme d'ouverture et je suis heureux et fier qu'elle fasse partie de mon gouvernement. Il y a eu un débat il y a plusieurs années maintenant, 10 ans, dans notre pays, sur la question du mariage pour tous. Et à l'époque, vous avez des responsables politiques, des Français, qui ont eu des positions différentes. C'est un débat qui a été tranché par le Parlement, qui, je crois, depuis, a été tranché par la société tout entière. Et vous avez des responsables politiques qui, à l'époque, ont défendu une position et qui ont eu l'occasion de s'exprimer depuis pour dire que finalement, la société les a amenés aussi à évoluer. Et moi, je pense que c'est sain, je pense que c'est positif de se dire qu'en France, on peut travailler ensemble quand on a eu des positions qui étaient différentes. On peut reconnaître qu'on s'est trompé et qu'on a changé d'avis. Enfin, encore heureux. L'important, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on soit tous réunis derrière des valeurs communes, et c'est le cas. Derrière des objectifs communs, et c'est le cas. Derrière un cap qui nous engage tous, fixé par le président de la République, et c'est le cas aussi. Monsieur le Premier ministre, vous avez entendu la polémique autour de la scolarisation des enfants de votre nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra. Est-ce qu'aujourd'hui, la solution au non-remplacement des professeurs, c'est de mettre ces enfants dans le privé? La ministre s'est exprimée en transparence sur les choix qui ont été les siens dans sa famille et sur sa vie. Pour ce qui est de la question des absences non remplacées, là je trouve aussi qu'il y a beaucoup d'hypocrisie chez certains commentateurs ou chez certains politiques. Il suffit d'échanger avec des Français, avec des parents d'élèves, pour mesurer que cette question-là est un enjeu important. Est-ce que ça veut dire que c'est la faute de nos enseignants, de nos équipes pédagogiques, de nos chefs d'établissement? Évidemment que non. Vous savez, moi, c'est un sujet, quand j'ai été nommé au ministère de l'Éducation nationale il y a 6 mois, que j'ai pris à bras-le-corps.
on se retrousse les manches sur ce sujet-là. Parce que la première raison des absences non remplacées, c'est d'abord l'organisation du système de l'éducation nationale. Et c'est pour ça que j'ai voulu agir résolument, par exemple, en demandant que les formations des enseignants aient maintenant lieu en dehors du temps de classe, parce que beaucoup d'absences des années précédentes ont pu être générées par des temps de formation pendant le temps de la classe. 2 millions d'heures par an d'absence étaient liées à de la formation continue. Donc c'est d'abord une question d'organisation. Là-dessus, on a commencé à s'y attaquer. Et ensuite, avoir une organisation qui nous permet de mieux valoriser, y compris financièrement, des enseignants qui remplacent un collègue qui est absent. C'est ce qu'on a appelé le pacte enseignant, qui nous permet de mieux payer ces enseignants. 50% de rémunération en plus quand vous remplacez un collègue qui est absent. Et qu'est-ce qu'on constate depuis? On constate qu'entre septembre et décembre 2023, il y a eu 3 fois plus d'absences remplacées qu'entre septembre et décembre 2022. On voit que cette action, elle commence à porter ses fruits parce qu'on se retrousse les manches. Est-ce qu'on est au bout du problème? Évidemment non. Et la feuille de route de la ministre, et elle la partage, parce qu'elle connaît aussi un certain nombre de difficultés qui traversent notre système éducatif, ça va être de poursuivre cette action. Poursuivre cette action en continuant à investir sur les remplacements d'absence de courte ou de longue durée, et poursuivre cet investissement en agissant pour l'attractivité du métier d'enseignant. On sait que souvent, si des absences, alors notamment dans le premier degré, des absences de longue durée ne peuvent pas être remplacées, c'est aussi par manque de remplaçants. Et donc on doit attirer davantage de Français vers le métier d'enseignant. J'ai engagé une concertation en septembre dernier avec les organisations syndicales sur cette question de l'attractivité, avec un objectif: mieux recruter, mieux former, mieux valoriser nos enseignants. Et j'ai demandé à la ministre de poursuivre cette concertation, qui doit aboutir d'ici 1 mois, pour qu'on puisse, dans les prochaines semaines, les prochains mois, présenter un plan pour agir encore davantage sur l'attractivité du métier et régler ces problèmes qui, encore une fois, concernent beaucoup de familles en France qui nous en parlent. Vous ne dites pas aux parents, mettez dans le privé. Au pouvoir, en 2017, il y a eu différents plans pour la santé. Il y a eu le plan renforcé pour l'hôpital. Il y a eu le Ségur de la santé, vous l'avez rappelé, avec les différents milliards qui ont été injectés. Il y a eu également aussi Ma Santé 2022. Là, voilà, vous nous avez annoncé tout à l'heure justement vos perspectives. Est-ce que vous serez avec Mme Vatrin, comment, avec Mme Vatrin, vous pouvez faire ce qu'appelait Emmanuel Macron l'année dernière lors des vœux à la santé dans un hôpital de l'Essonne, à savoir sortir de ce jour de crise sans fin? Oui, alors vous savez, on agit depuis 2017 résolument. On agit aussi après plusieurs décennies d'économie de bout de chandelle sur l'hôpital. Et je le dis avec humilité, j'ai eu l'occasion politiquement aussi de m'engager à l'époque vers des formations politiques qui auraient rêvé des budgets santé qu'on déploie aujourd'hui. Tout à fait, moi aussi d'ailleurs. Voilà, donc il faut aussi être humble, il faut le dire. À l'époque, on en aurait rêvé. Voilà. Maintenant, donc, on rattrape ces décennies de sous-investissement. Et évidemment qu'il faut plusieurs années pour que ça se ressente jusque à l'aide-soignant, au médecin qui est ici dans l'hôpital. Il y a un certain nombre de choses qui se ressentent déjà. Le Ségur de la santé, les soignants le voient, c'est la plus grosse revalorisation salariale à l'hôpital de l'histoire. Ensuite, des investissements dans les bâtiments, les infrastructures. Ici, vous avez une nouvelle unité d'urgence pédiatrique. Et vous avez des travaux qui sont prévus dans d'autres unités, pour les urgences adultes, qui vont arriver dans les mois et les années qui viennent. Donc, évidemment que c'est une action de temps long. Mais moi, et j'ai eu l'occasion de le dire au moment de ma nomination, ma méthode est claire. C'est poser un diagnostic lucide, dire la vérité. Non, tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il y a des problèmes, il y a des Français qui doutent, il y a des Français qui souffrent, des soignants qui doutent et qui souffrent. Il y a des difficultés. Être très lucide là-dessus. Et surtout, prendre des décisions radicales et agir sans attendre. Et c'est ce qu'on va faire avec Catherine Vautrin s'agissant de la santé. Je suis très confiant pour les mois et les années à venir. Merci beaucoup. Merci. Merci.